Petite capsule sur les ressources énergétiques de l'hydrosphère. Premièrement, les ressources énergétiques, elles vont produire de l'énergie hydraulique dans l'hydrosphère. Donc, lorsqu'on parle d'énergie hydraulique, on parle de l'énergie que l'on peut tirer de l'eau en mouvement. Que l'eau en mouvement, ça peut être par exemple les vagues, ça peut être les courants marins, mais ça peut aussi être l'énergie potentielle. Ça, ce que je veux dire par l'énergie potentielle, ça va être par exemple les barrages. Donc, un barrage hydroélectrique, ça, c'est j'ai de l'eau plus haute, donc j'accumule de l'eau en hauteur et je la fais descendre. Et le fait que l'eau tombe va venir activer une turbine. On en reparle plus tard. Premièrement, les vagues. On n'entend pas souvent parler de la production d'énergie par les vagues. Et là, j'ai trouvé une belle petite vidéo sur YouTube par Minute Earth. Je m'excuse, elle est en anglais, mais je vais mettre les sous-titres en français. Et ensuite, on va faire un petit retour sur la vidéo. Hi, this is Alex from Minute Earth. The ocean is covered with literal waves of energy, and if we could convert this energy into electricity, we could power all of humanity's electrical needs. But for now, that's just a dream. That's because we haven't yet figured out an efficient way to use waves to spin turbines. And spinning a turbine is the best way we know of to convert the mechanical energy of a moving substance into electrical energy. Aside from solar panels, pretty much all our electricity comes from spinning turbines. Wind turbines and water turbines are the most obvious, but even our coal, gas, and nuclear power plants use turbines. The fuel is just there to heat water into steam that can flow and spin a turbine. A wave, on the other hand, is not the flow of a substance as a whole. Instead, it's just the local oscillating motion of small regions of the substance. It's like how at a stadium, when the crowd does the wave moves through the crowd, but the people don't move sideways, just up and down. If the entire crowd was, say, walking around the stadium, you could imagine everyone helping twist a single big turbine on the field. But if people were just standing up and sitting down, you'd need a more complicated system to move the turbine. So, back in the ocean, most attempts at harnessing wave energy try to turn waves into something else that can spin a turbine. We've made caverns in which waves rise and fall, pressurizing air that flows past a turbine. We've made big floating pipes whose joints flex in the waves, driving pumps that pressurize fluid that can spin a turbine. And we've created what are essentially big floating bags that waves pile up into and that water flows out of, spinning a turbine. We've also realized that at the edge of the ocean, when waves break, their water flows quickly enough to spin a turbine, but only for a few seconds at a time. So far, though, we haven't been able to get any of these turbines to spin fast enough or consistently enough to make electricity, at least cheap electricity. Building things in the ocean is expensive, and then whatever you build gets exposed to saltwater, sand, debris, barnacles, and storms, so you have to spend a lot of money repairing it. As a result, there's no commercially successful design for capturing energy from waves. We may yet be able to figure out how to make turbines commercially viable, or we may move past the turbine paradigm. We've come up with some designs that don't rely on turbines, like buoys whose bobbing movement pulls on a generator, but their electricity ends up being just as expensive as from the designs that rely on turbines. Hopefully, a new wave of wave energy will arrive someday soon, but so far, wave energy is barely making a ripple. Donc, vidéo, qu'est-ce qu'on dit si on résume? C'est que l'énergie des vagues peut nous donner beaucoup d'énergie, assez pour produire de l'électricité pour la Terre entière. Cependant, je vais venir mettre un petit bémol sur ça. Ça veut dire qu'il faudrait que les lignes côtières, il y en ait beaucoup d'utilisées pour produire cette énergie-là. C'est pas viable. Okay? Donc, on pourrait en utiliser à certains endroits. Ça, je suis 100% d'accord. Certains endroits qui ont beaucoup de vagues, des endroits plus propices que d'autres pour utiliser ce type d'énergie. Donc, ça c'est dit. Mais là, ça c'est le positif. Ça prend pas trop de place, ça détruit pas trop d'écosystèmes non plus. Les côtes marines, il n'y a pas grand chose qui se passe là. Et avoir l'exemple qu'on avait donné, c'était avec un bras par exemple, ça va pas venir trop détruire tout ça. Cependant, ça coûte excessivement cher. Et en ce moment, on n'est pas capable de faire que cette technologie-là soit assez viable, coûte assez peu cher pour que ça vaille la peine. Donc, ça coûte trop cher pour ce que ça fait. Mais là, on a parlé un petit peu dans la vidéo, si on avait une turbine dans le fond de l'eau. Turbine dans le fond de l'eau, ça c'est quoi? Ben, on vient parler de la prochaine forme d'énergie, l'énergie qui provient des courants marins. Les courants marins, avant, c'est quoi? J'en parle rapidement parce que dans le cours de SE, vous allez en parler. Mais naturellement, l'eau va se déplacer dans les océans
dans certaines directions. Ça, c'est dû à la salinité, à la température, à bien des choses. Mais ce qui est important, c'est que l'eau se déplace dans certaines directions naturellement. Ce qu'on peut faire, on pourrait considérer cette eau-là un petit peu comme des courants d'air. Je mets une turbine dans l'eau va se déplacer, la turbine va tourner et tout simplement, ça va produire de l'électricité. Et ça, il y a des tests qui sont faits et ça fonctionne. Mais encore une fois, ça coûte très très cher d'entretien parce qu'il y a des algues qui vont venir se coller, ça va commencer à rouiller. Donc, il faut toujours les entretenir et c'est pas super bon. Sinon, une autre chose, c'est, vous avez peut-être déjà entendu parler lorsqu'on a des parcs éoliens. Des parcs éoliens, il y a beaucoup de personnes qui avaient peur de ce que ça allait faire aux oiseaux migrateurs. Les oiseaux qui veulent se déplacer, le parc éolien, c'est un petit peu un blocage. Est-ce que ce serait la même situation pour les éoliennes, mais sous l'eau? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre à ces questions-là, mais c'est le type de question qui est quand même important à se développer, pas à se développer, à se poser lorsqu'on développe une nouvelle technologie comme ça. Il faut se poser. C'est quoi l'effet sur les écosystèmes environnants? Ça, c'est une question que je veux que vous vous rappeliez pendant que je vous envoie écouter la prochaine vidéo sur l'hydroélectricité. Au Québec, l'hydroélectricité, on l'adore. Notre compagnie Hydro-Québec, elle fonctionne qu'avec ça. Ressources renouvelables, peu polluantes, détruit pas d'écosystème? On va se poser la question. Indissociables de nos paysages et essentiels à l'équilibre de la vie, les cours d'eau constituent une formidable source de production d'énergie, propre, sans émission de gaz à effet de serre et renouvelable à l'infini. Parfaitement intégrée aux autres usages de l'eau et respectueuse des milieux naturels et de leur biodiversité, la production d'hydroélectricité prend sa source dans le cycle naturel de l'eau. Sous l'action du soleil, l'eau des océans s'évapore, se transforme en nuages, puis, au gré des événements climatiques, retombe en neige, pluie, grêle, qui alimentent les cours d'eau et fournissent leurs matières premières aux aménagements hydroélectriques. Ces installations convertissent l'énergie naturelle des rivières et des fleuves en énergie électrique. Une turbine, actionnée par la force de l'eau, entraîne un alternateur qui transforme l'énergie mécanique en électricité. Le type de centrale et la puissance électrique fournie sont fonction de la hauteur de chute et du débit. Le volume du réservoir détermine quant à lui la capacité de la centrale à produire beaucoup en très peu de temps. En altitude, les centrales de haute chute fonctionnent avec un faible débit et une importante dénivellation. L'eau stockée dans un lac artificiel ou naturel est amenée à grande vitesse par une conduite jusqu'à la centrale située en contrebas. Après avoir été turbinée, l'eau retourne au milieu naturel sans altération et l'électricité produite, une fois sa tension adaptée, rejoint le réseau de transport, puis celui de distribution. Plus bas dans la vallée se situent les centrales de moyenne chute, adaptées à des débits moyens et des dénivellations comprises entre 30 et 300 mètres. La centrale de production est souvent directement raccordée au barrage de retenue. Pour préserver la vie aquatique, un débit minimum alimente en permanence le cours d'eau. C'est ce qu'on appelle le débit réservé. C'est en plaine, là où le terrain offre peu de relief, que se situent les aménagements hydroélectriques de basse chute. Avec peu ou pas de réservoir, ces installations équipent les cours d'eau dont le faible dénivelé, moins de 30 mètres, est compensé par un débit important. Le barrage, situé à l'amont, crée une petite hauteur de chute, dérive l'eau et gère l'abondance des débits. Pour valoriser en électricité le débit réservé restitué aux cours d'eau naturels, il est possible d'équiper le barrage d'une petite centrale hydroélectrique. Une passe à poissons peut également être prévue pour favoriser leur circulation au-delà des ouvrages. Jusqu'à plusieurs kilomètres à l'aval du barrage se situe la centrale de production. Elle est alimentée par un canal d'amenée
qui peut également servir à la navigation. Dans ce cas, des écluses permettent aux bateaux de franchir le dénivelé. Certains d'entre eux poursuivront leur route jusqu'à la mer, dont l'évaporation servira, selon un cycle sans cesse renouvelé, à alimenter les cours d'eau et à produire de l'hydroélectricité. Donc, la vidéo très positive, soyons honnêtes, c'est une vidéo qui est faite par une compagnie qui produit, mais qui fait des centrales hydroélectriques. Donc, est-ce qu'elle va montrer le négatif de l'hydroélectricité? Sûrement pas. Cependant, elle montre des bonnes pistes de solutions pour les problèmes de l'hydroélectricité. Donc, j'ai fait un petit pause sur cette image-là parce qu'elle est quand même très pertinente. Si on voit ici, ça c'est le type de barrage qu'on a le plus au Québec, nous. C'est un barrage, on construit un grand mur de béton, hein. Mais je ne vais pas dire que c'est lui qu'on utilise le plus, mais lorsqu'on pense à un barrage hydroélectrique, on pense à ça. Donc, on a un gros mur de béton qui vient retenir de l'eau. Naturellement, l'eau, de la façon qu'elle passerait, elle descendrait par ici, puis là, elle coulerait tout doucement vers le bas. Sauf que là, on a créé un barrage, donc on a créé un petit étang artificiel, on a créé un petit lac, on a créé un espace où l'eau va s'accumuler, qui n'est pas là naturellement. Une chose qu'il faut aussi penser, c'est lorsque l'eau se déplace, elle va éroder les sols. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Lorsque l'eau se déplace, ça vient manger un petit peu tous les sols. Et c'est pour ça qu'ici, dans l'image, là, on le voit, là, un petit peu les sols qui ont été mangés. Ça, c'est dû au courant d'eau. Ça, c'est naturel. Ça l'arrive. Donc, dans l'eau, il va y avoir des choses qu'on va appeler des sédiments. Que ce soit des plantes mortes, que ce soit des algues vertes, que ce soit de la roche, des minéraux, tout ça vont se ramasser dans l'eau et normalement descend à travers le cours d'eau comme si de rien n'était. Sauf que là, lorsqu'on fait un barrage comme ça, les sédiments ne vont pas continuer de descendre tout simplement à travers le barrage parce qu'il y a un blocage. Donc, les sédiments s'accumulent ici, hein, et les sédiments vont précipiter. Donc, ils vont descendre dans le fond de l'eau. Donc, il y a une accumulation de sédiments de ce côté-ci. Du côté inondé, hein, il y a une accumulation de sédiments. Et de l'autre côté, il y a un manque de sédiments. Ces sédiments-là peuvent être importants pour les plantes, pour les animaux, mais importants pour plein de choses. Ça vient affecter l'écologie locale, la biodiversité va être affectée et tout ça. Donc, on a ça qu'il faut faire attention. Et il y a aussi, plus loin dans la vidéo, ils ont fait un petit canal pour laisser passer les poissons. Ça, c'est super positif. C'est pas partout qu'il y a ça. Donc, faut pas juste faire un barrage n'importe où, parce que ça peut réellement venir affecter les écosystèmes environnants. Et maintenant, je voulais vous montrer une petite image qui montre un petit peu l'envers de la médaille aussi des barrages hydroélectriques. Ça, c'est le dos du barrage Manic 5. Le Manic 5 est un super de gros barrage qu'on a ici au Québec, qui produit beaucoup d'électricité. Mais la sortie d'eau, hein, du barrage, on est venu construire ce canal en escalier pour l'eau. Est-ce que ça semble naturel pour vous? C'est fait par l'humain à 100%. Mais une chose qui se passe aussi, qu'il faut faire attention, c'est avant, là, j'avais sûrement des cerfs ou des animaux, quoi que ce soit, qui passaient de ce côté-ci et qui marchaient tout paisiblement de l'autre côté. Maintenant, pensez-y plus. Mais un lapin ne va pas réussir à passer d'un côté à l'autre. Donc, ça vient vraiment créer une séparation. Et ça, c'est quelque chose que dès qu'on fait des constructions humaines, il faut penser. De plus en plus, si vous avez déjà pris les routes pour aller vers le Saguenay, par exemple, on passe à travers un beau milieu de forêt, il y a souvent des passages pour les animaux en dessous de la route ou en haut. Ça, c'est super important de nos jours parce que si on fait juste construire une grande route à travers un territoire, on vient le couper en deux. Ici, on vient couper en deux
toute la forêt. Ici, il y a une bonne partie de forêt à droite, il y en a une bonne partie à gauche. Puis là, les animaux, ils vont plus pouvoir aller d'un côté à l'autre. Peut-être qu'en bas, je ne sais pas en bas à quoi ça ressemble, s'ils sont capables de faire le tour. Mais si on construit une autoroute ou quoi que ce soit, passer d'un côté à l'autre, c'est difficile. Et ça, dès qu'il y a des gens qui travaillent en ingénierie, il y a des ingénieurs qui vont travailler sur construire le barrage. Comment je fais pour que ce barrage-là tienne debout? Il y en a d'autres qui vont s'occuper du mouvement de l'eau. Comment est-ce que je fais pour que le fluide se déplace sans trop éroder la roche autour? C'est pour ça qu'on a fait ce canal-là. C'est pour guider l'eau sans que ça l'érode trop tôt. Mais j'ai aussi d'autres experts qui, eux, vont être experts en la faune et la flore environnante pour dire, si vous faites ça à cet endroit-là, il va se passer ça. Donc, est-ce que c'est possible de faire à cet endroit-là ou non? Et ce serait quoi des recommandations qu'ils vont donner pour aider ça? Et ça, de nos jours, ces experts-là sont très en demande et sont super importants parce qu'on veut faire attention à la biodiversité, on veut faire attention à l'écologie, au système environnant. On ne veut pas juste se construire et tout détruire.